Je crois que quand on regarde la manière par laquelle l'Égypte et le Soudan continuent à se rabattre sur un traité qui date dans sa dernière mouture de 1959, ce que l'on peut constater, c'est que finalement on a eu bien des évolutions depuis cette époque qui font que les revendications imposées de l'Égypte et du Soudan sont logiques jusqu'à un certain point, étant donné que ces pays ont des besoins et qu'ils veulent les combler. Par contre, je n'irai pas jusqu'à parler de légitimité. Et en tout cas, cette absence de légitimité découle, de mon point de vue, de l'absence d'équité dans la répartition des eaux du Nil. C'est-à-dire que l'Égypte et le Soudan, certes, ont été dans un rapport de force qui leur a été favorable il y a maintenant 50 ans. À partir de là, ils ont réussi à imposer à cette époque un état des faits qu'ils ont traduit à travers un traité concret, mais dans le même temps, cela ne peut pas pour autant aller jusqu'à devoir porter préjudice à l'ensemble des autres pays riverains du Nil. Donc à partir de là, je dirais que l'Égypte et le Soudan ont tort de se fourvoyer dans la posture qui est la leur et qui consiste à dire qu'ils sont les titulaires quasi exclusifs des eaux du Nil, ou en tout cas les ayant droit à un prélèvement quasi exclusif au niveau des eaux du Nil. Et si l'on ajoute à cela le fait que de toute façon, par la nature des choses, non seulement les besoins de l'ensemble des pays riverains du Nil augmentent, mais en plus les rapports de force eux-mêmes évoluent, comme on le voit très particulièrement dans le cas de l'Éthiopie, qui est elle-même à l'origine de 80% des eaux du Nil. Là, cela revient tout simplement pour nous à dire que, quelque part, il faut arrêter cette machine inéquitable et il faut absolument que les uns et les autres puissent être à même de composer selon des modalités qui permettront de satisfaire et de répondre aux besoins des uns et des autres. Concernant ce nouveau traité qui est maintenant revendiqué ou dont l'imposition est revendiquée par non seulement les 4 signataires initiaux de ce traité, mais en plus un 5e État, puisque le Kenya est venu se rajouter parmi les États revendiquant justement une nouvelle répartition de la donne prévalant au niveau des eaux du Nil. Je crois que ce à quoi l'on peut s'attendre, c'est que certes, tous ces États continuent à faire valoir leurs revendications et essayent d'imposer un état des faits sur le terrain, mais cela ne veut pas pour autant dire que cette même revendication va se doubler d'applications concrètes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous permettent de voir que sur le terrain, ce qui est sollicité essentiellement par les pays autres que l'Égypte et le Soudan, c'est la nécessité d'arriver à une renégociation de la donne. Et c'est en ce sens qu'une structure intergouvernementale officielle du nom de l'initiative du bassin du Nil avait été créée en 1999. Mais depuis 1999, on a eu des tractations, on a eu des réunions, mais ce n'est pas pour autant que ces réunions ont pu aboutir. Et donc ce qu'essayent de dire aujourd'hui ces États signataires, c'est voilà, lors de ces négociations, on a été d'accord sur le côté il faut renégocier la donne et il faut procéder à un nouveau partage au niveau des eaux du Nil, mais étant donné que l'Égypte et le Soudan continuent à dire nous sommes prêts à évoluer, mais sans pour autant traduire cette même intention par des aboutissements concrets, eh bien nous voulons provoquer quelque part le départ de la machine et nous voulons montrer que nous sommes déterminés à aller de l'avant. Donc soit l'Égypte et le Soudan suivent, soit effectivement nous allons procéder par nous-mêmes à de nouvelles modalités de prélèvement, quitte à ce que cela nous mette à dos à la fois Khartoum et Le Caire. Bien entendu, parmi les enjeux prévalents au niveau des bassins transfrontaliers présents à l'international, l'un des cas les plus inquiétants à mon sens passe par les eaux du Nil et en l'occurrence les dernières évolutions, les derniers développements semblent confirmer cette analyse. Dans le même temps, je crois qu'il faut continuer à différencier entre les situations de tension autour du Nil et les situations de menée franche vers une guerre autour des eaux du Nil. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une guerre autour des eaux du Nil, il faut que l'on ait une mobilisation militaire qui sous-entende que la voie diplomatique n'a absolument plus d'avenir. Or, dans le cas présent, non seulement le Soudan et surtout l'Égypte seraient bien à mal ou bien peu inspirés de provoquer un conflit dans un contexte dans lequel le reste des pays riverains du Nil pourraient avoir un soutien international, un soutien militaire en tout cas de la part de certains États leur permettant de tenir tête à l'Égypte. Donc ça c'est un point, mais je dirais de plus que
par extension ou d'un autre point de vue, ce qu'il ne faut pas sauter de l'esprit, c'est le fait que quand bien même on pourrait avoir un bouleversement dans les modalités de prélèvement au niveau des eaux du Nil, on a le temps de voir venir sur ce plan-là. Supposons que l'Éthiopie, qui est donc à l'origine de 80% des eaux du Nil, veuille mettre en place de son côté, sans concertation avec personne, un projet conséquent qui bouleverserait l'équilibre ou la circulation au niveau des eaux du Nil, cela permettrait de venir voir. On sait qu'il y aurait de toute façon une mobilisation de la part de l'Égypte et du Soudan par conséquent, et donc en parallèle, cela sous-entend que la voie des tractations et la voie diplomatique, du fait notamment d'un jeu d'acteurs présents dans la région ou à l'international, permettrait de trouver des modalités alternatives. Donc en ce sens-là, ce que disaient les Égyptiens, notamment dans les années 80, à travers la thèse selon laquelle la prochaine guerre pour l'eau pourrait passer par le Nil, tout cela n'est pas entièrement dépassé, mais dans le même temps, j'ai l'impression que plus on avance et plus on voit que les rapports de force sont tellement en recomposition que finalement, ni l'Égypte, avec son affaiblissement prouvé, son affaiblissement politique et même militaire prouvé à travers les temps, ni même le Soudan, avec le chaos ambiant qui prévaut à l'interne, ne sont aujourd'hui dans la posture qui était la leur il y a 50 ou 60 ans. Donc à partir de là, le risque de guerre n'est pas entièrement écarté, mais je dirais qu'il reste extrêmement limité quand même dans les perspectives actuelles.